Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Il a la lourde tâche de mener la campagne pour les Républicains aux législatives. François Baroin est l'invité de l'interview politique d'Europe. Bonjour François Baroin. Bonjour. Est-ce que vous vous dites ce matin, bon allez, vivement dimanche, qu'on passe à autre chose et que je puisse retourner à la pêche que j'aime tant ? Non, je me dis vivement tout à l'heure pour aller soutenir des candidats qui sont valeureux, qui mènent un combat juste, légitime et qui essayent de mettre en lumière les différences qui existent entre En Marche et nous et qui essayent de construire une situation républicaine, respectueuse du débat démocratique et en même temps d'être des acteurs de la mise en lumière de ce que devra être dans les semaines et les mois qui viennent un débat où le président de la République, à l'évidence, aura sa majorité absolue, où le gouvernement aura les moyens de travailler, mais où nous devrons faire entendre notre voix. Alors on verra bien quel sera le débat dans les semaines et les mois qui viennent, mais là, pour les jours qui viennent, vous restez motivé malgré la déroute de dimanche soir. Quel résultat espérez-vous dimanche ? Il y a aujourd'hui 199 députés républicains. Combien resteront à l'Assemblée ? Combien resteront ? Ce sera le choix des Français. Un point de plus, un point de moins, c'est à peu près 30 députés. Les résultats du premier tour sont évidemment pas satisfaisants, mais je rappelle qu'on est au lendemain... Pas satisfaisant, vous maniez oui, c'est une litote. L'euphémisme avec talent. Là. Oui. Je vous en remercie, je prends le compliment pour ce qu'il est, et je mets en perspective au lendemain de la présidentielle, où pour la première fois dans l'histoire de la République, de la 5e, la droite a été éliminée du premier tour. On finit autour de 22%, c'est évidemment pas un bon score, mais enfin, quand je vois les autres partis qui sont effondrés, ça donne des possibilités par les 300 duels que nous avons, d'avoir des possibilités de reconquérir, s'il n'y a pas de sursaut. S'il n'y a pas de mobilisation de notre corps électoral, s'il n'y a pas une prise de conscience de l'importance d'avoir une opposition républicaine qui fera son travail. Et ce travail, ça veut dire que dans ce cas-là, les projections présentées dimanche soir seront avérées. Vous aurez 450 députés En Marche, Modem, et puis vous aurez une opposition résiduelle qui fera ce qu'elle pourra et qui aura du mal à être entendue. Donc il est très important. Vous pouvez imaginer, s'il n'y a pas de sursaut, qu'il y ait moins de 100 députés républicains à l'Assemblée au soir du scrutin dimanche. Toutes les hypothèses sont possibles, y compris celles que vous évoquez. Je me bats dans l'entre-deux tours avec nos amis, aux côtés de nos candidats. Sachant que le score le plus faible, je crois, c'était 147 députés en 81 après la victoire de Mitterrand, sur une assemblée qui d'ailleurs comptait moins d'élus, donc ce serait historiquement faible pour la droite française. Oui, même si des phénomènes de vagues ont toujours existé au lendemain de présidentielle. En 81, vous avez eu une vague avec un renouvellement très important et des personnalités qui ont dominé la politique les 10 années qui ont suivi. En 93, et j'en faisais partie, j'étais le Benjamin de l'Assemblée nationale, j'avais 27 ans, on était, je sais pas, 420, 430, 4 ans plus tard, la dissolution, on a perdu le pouvoir. Donc tout ça va très vite, il faut relativiser. Ce qu'il ne faut pas relativiser, c'est l'importance des différences entre En Marche et la droite et le centre, c'est l'importance de la construction d'une opposition qui doit être évidemment profondément républicaine, mais faire entendre ces différences. Je vais vous donner 2 exemples. Je me bats comme un lion depuis un mois au lendemain de la présidentielle pour expliquer pourquoi nous on porte un projet d'augmentation du pouvoir d'achat avec une baisse de l'impôt sur le revenu, avec une défiscalisation des heures supplémentaires dès le mois de juillet, contre un projet porté par En Marche qui est un choc fiscal énorme. Personne ne veut comprendre et entendre que l'affaire de la CSG, c'est 20% d'augmentation pour tous les retraités, pour les fonctionnaires, pour les indépendants, pour les agriculteurs. L'héroïsme obscur de cette campagne où, au fond, on a du mal à glisser des arguments du fond, fait que peut-être ce ne sera pas entendu. Mais si on peut encore aujourd'hui, demain et pour les 5 jours qui viennent faire entendre ce message, alors oui, ça va faire réfléchir des gens de droite et du centre pour dire on va quand même soutenir nos candidats, on va quand même les porter à l'Assemblée pour qu'ils fassent entendre cette voix. François Baroin, ces arguments, vous venez à l'instant de les exposer. Donc ils ont, je ne sais pas s'ils seront entendus, mais ils sont écoutés. Vous les aviez développés, vous étiez venu à ce micro au cœur de la campagne du premier tour et vous l'avez fait ici et ailleurs. Vous n'avez pas été audible. Est-ce que vous ne payez pas une absence de ligne stratégique claire vis-à-vis d'En Marche ? Au début de la campagne, c'était on fera une opposition frontale, on reviendra, on peut avoir la majorité absolue. Au fur et à mesure, ça vous avez évolué. Je lisais dans le Parisien que vous pouviez imaginer être en partage des responsabilités avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez été suffisamment clair ? On était clair depuis le départ. On se bat pour nos valeurs. Et quand on mène une campagne, on se bat pour la gagner. Le contexte est difficile, on est au lendemain d'une présidentielle perdue, Emmanuel Macron occupe l'espace et il est président de la République et personne ne conteste et je suis un profond républicain et nous respectons nos institutions. C'est un combat difficile, mais c'est un combat qui est atteignable et c'est un combat des valeurs, c'est un combat des convictions. Et moi je ne m'excuse pas d'être de droite et je ne m'excuse pas de faire
partager ce projet. Ce combat-là, il doit être porté jusqu'à dimanche et il doit être porté derrière. Donc la clarté, elle est chez nous. Nous avons modifié notre projet. Vous pouvez pas dire. Mais ça aussi, ça a peut-être contribué à une forme de flou. Pourquoi un projet que vous aviez vous-même défendu auprès de François Fillon, vous l'avez changé pendant la campagne? Est-ce que ça n'est pas un grand brouillage de cartes qui a incité les électeurs à se détourner de vous? Je crois pas, parce que le projet de François Fillon, malheureusement, n'était pas le projet de la synthèse des débats que nous avions eu au moment de la primaire. Ce débat aurait dû être fait, cette synthèse aurait dû être menée et faite au mois de décembre, au lendemain de la primaire. Nous l'avons fait. Nous ne voulions pas d'augmentation d'impôts, je n'en voulais pas, j'avais pris des positions. Nous ne faisons pas l'augmentation de la TVA, ce qui permet de marquer une grande différence. Un deuxième élément de discussion. Dans quelques jours, la Cour des comptes va remettre au Premier ministre son rapport sur la situation exacte des finances publiques. Il va y avoir un dérapage de 4 milliards. Il va y avoir un tour de vis fiscal. Il y a déjà un surgel sur les crédits défense, sur les crédits de l'intérieur. Est-ce que ça, c'est de l'opposition constructive pour éclairer l'opinion publique? C'est important d'alerter l'opinion publique sur le choc fiscal. Oui, au moment du rapport de la Cour des comptes, qu'on a d'ailleurs évoqué avec le Premier ministre quand il est venu ici vendredi. Qui naturellement nourrissent aujourd'hui la réflexion. Mais François Baroin, ici, à votre place, à ce micro, il y a un élu républicain qui est candidat, qui a d'ailleurs obtenu un très bon score au premier tour dans les Hauts-de-Seine, c'est Thierry Solère. Pendant toute la campagne, il a défendu l'idée qu'il pouvait travailler avec une majorité En Marche. Est-ce que ceux qui ont flirté avec Emmanuel Macron, en tout cas avec ses idées, portent la responsabilité de l'échec des Républicains au premier tour ? Dans l'exigence de la tâche qui est la mienne, et si on m'a demandé à l'unanimité de conduire, c'est peut-être parce que je suis le dernier en situation d'essayer de rassembler toutes les sensibilités de la famille. Donc je ne dirai rien sur le positionnement des uns et des autres. Mais vous ne direz rien, mais vous n'en pensez pas moins. Vous avez quand même des élus, des candidats chez vous qui ont fait campagne en disant « je fais campagne pour soutenir la politique d'Emmanuel Macron ». Là, quand je parlais de brouillage des cartes, des lignes ou de je ne sais quoi, ça a pu y contribuer. Sur ce sujet, je vous rejoins parfaitement. Je ne fais pas mienne la phrase de Jules Renard. Je ne dis rien et je n'en pense pas plus. J'en pense plus, mais je ne le dirai pas. Alors vous en pensez plus, mais est-ce que vous nous direz ce que vous ferez au lendemain de l'élection? Si l'on part de l'hypothèse qu'il y a une majorité En Marche et donc que le gouvernement d'Édouard Philippe est reconduit à peu près dans son économie d'ensemble, les députés républicains qui seront élus dimanche auront-ils la possibilité, la liberté de voter la confiance ou certains points de confiance au gouvernement d'Édouard Philippe? D'abord, je vous rappelle que notre loi fondamentale garantit le fait que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que chaque député est un représentant de la nation, il est libre. Ce qui doit être également le cas pour les députés. Mais avoir une cohérence politique et idéologique ne fait pas de mal non plus. Vous aurez une majorité absolue. Cette majorité absolue permettra, au fond, de donner corps à l'idée qui a volé avant le premier tour sur le thème « Il faut donner sa chance au président de la République ». Le président de la République a sa chance. Il est président de la République, il est respecté, nous le respectons. La majorité sera en place et il aura les moyens de gouverner. Nous serons à notre place, dans l'opposition, le plus nombreux possible. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir reconstruire. Parce que naturellement, on ne va pas terminer ce cycle électoral sans tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Je me permets de vous rappeler... J'ai pas compris. Est-ce que sur certains points, je sais pas, le code du travail, la moralisation de la vie publique, il ne s'agit pas de les détailler, mais vous admettez que certains députés républicains puissent voter la confiance au gouvernement? Fabien Navias, j'ai été 25 ans au Parlement. J'ai voté contre des textes d'une majorité à laquelle j'appartenais. Et j'ai voté pour des textes dans une opposition à laquelle j'appartenais également. Il n'y a rien de nouveau. Au cours du mandat Hollande, nous avons voté tous les textes sur l'état d'urgence. Nous avions dit que nous pouvions voter le texte El Khomri et nous avions dit que nous pouvions voter la révision constitutionnelle portant déchéance de la nationalité portée par François Hollande. Qui a fait achoper ces textes? Est-ce que c'est nous? Non, c'est la gauche et c'est les frondeurs. Donc ceux qui seront tentés de voter certains points présentés par le gouvernement ne franchiront pas la ligne rouge, ils auront la possibilité de le faire. Mais ce qui guide notre action politique, c'est l'intérêt du pays, c'est ce qui va dans la bonne direction. Le droit du travail sont nos idées depuis 15 ou 20 ans, nous les portons, nous sommes ravis et d'une certaine manière satisfaits qu'ils puissent rentrer dans les textes, dans les normes et dans les règlements. Donc nous accompagnerons Tiscuera dans la bonne direction. Maintenant sur le droit du travail, si on rentre dans le détail très brièvement, le compte pénibilité est reporté, nous voulons le supprimer. La retenue à la source est reportée pour des raisons évidentes de facilité d'interprétation du fait que la CSG n'aura pas d'impact pour l'année prochaine, ce qui n'est pas vrai. Eh bien, nous souhaitons son annulation. Bref, nous aurons des débats. Sur la moralisation, nous accompagnerons tout ce qui ira dans la traçabilité du suivi du maniement des fonds publics, mais nous irons contre tout ce qui remettra en cause ou la confusion de la morale
électorale des et de la démocratie. élus Être républicains. réélu n'est pas quelque chose d'immoral. François Baroin, est-ce que le parti, les Républicains, peut exister en tant que tel au lendemain de ces élections? Est-ce qu'il faut tout changer? Le nom, l'organisation, les dirigeants? Je ne prendrai... les dirigeants changeront puisque d'une certaine manière c'est une phase de transition. J'ai, pour répondre juste partiellement à votre question, dit depuis très longtemps que je ne serai pas candidat à la présidence du parti, mais nous aborderons tous ces sujets vous n'êtes pas après. Ponce Pilate, vous dites pas je me lave les mains et là justement je repars à la pêche. Ça vous intéressera l'avenir de votre parti? Non, mais je fais pas que pêcher. C'est général plutôt au mois d'août et en vacances. Alors, par ailleurs, je suis maire de Troyes. Je ne sais pas tout ce que vous voudrez, mais en tout cas, vous intéressez à l'avenir de votre parti. Je m'intéresserai en tout cas au développement des idées. Je suis profondément, je l'ai toujours été, un homme libre et je me battrai pour mes convictions comme je le fais aujourd'hui dans cet entre-deux-tours. Il faut changer en tout cas même jusqu'au nom du parti? Ça, j'en sais rien. Les dirigeants verront, nous verrons. Jusqu'à dimanche, on se bat pour nos candidats, pour qu'il y ait une opposition la plus large possible, républicaine, mais qui fasse son travail et éclaire l'opinion publique sur les grands choix d'avenir pour les 5 ans. Donc c'est d'abord la pêche aux électeurs d'ici dimanche pour François Baroin. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain, c'est Marine Le Pen qui sera votre invitée à 8h20. Absolument, Thomas.